Le klaxon strident et impatient d'un Danfo, cet omniprésent minibus jaune qui est l'âme et le chaos de la circulation de Lagos, déchira le silence relatif qui s'était installé dans le taxi délabré d'Adekunle. Il était près de 2 heures du matin, et la pluie, qui s'était abattue avec une fureur tropicale plus tôt, s'était maintenant transformée en une bruine fine et persistante, une brume froide qui estompait les lumières de la ville sur le pare-brise embué, transformant poteaux et phares en spectres lumineux. Adekunle laissa échapper un profond bâillement, la fatigue accumulée par des heures au volant pesant sur ses épaules comme un sac d'igname. Encore une course, pensa-t-il, et il pourrait enfin rentrer chez lui, retrouver la chaleur de son foyer, l'étreinte chaleureuse de Funk, sa femme, et l'arôme réconfortant de la soupe égusie qu'elle lui aurait certainement laissé mijoter sur le feu. Il était sur le point de désactiver l'application de course, résigné à clore la nuit, lorsqu'un nouvel appel clignota sur l'écran de son téléphone portable, étonnamment proche, dans le quartier d'Ikoyi. Un soupir las s'échappa de ses lèvres, mais il accepta. L'argent, c'était l'argent, et les orishas savaient combien il en avait besoin pour les dépenses du mois et l'école des garçons. La passagère l'attendait sous l'auvent fragile d'un immeuble commercial qui semblait fermé depuis longtemps, une silhouette élancée et solitaire, enveloppée dans une robe d'une couleur incertaine, peut-être un bleu marine profond, peut-être un gris plomb que la pénombre de la nuit et le rideau de pluie rendaient difficile à distinguer. Lorsqu'elle ouvrit la portière arrière et se glissa dans la voiture, un courant d'air étonnamment glacial envahit l'habitacle, apportant avec lui un parfum subtil, presque éthéré, de jasmin et quelque chose d'autre. Une note terreuse, comme la terre mouillée après une longue sécheresse. « Bonsoir », dit-elle. La voix un murmure doux, velouté, mais d'une clarté cristalline qui contrastait avec le faible volume. « Pour la rue Adewale, numéro 17, à Yaba, s'il vous plaît. » Adekunle acquiesça, allumant le taximètre et ajustant le rétroviseur intérieur. Dans le petit miroir, il entrevit son visage, pâle, aux traits délicats et anguleux, encadré par des cheveux sombres, longs et lisses, humides de la bruine. Ses yeux, grands et d'un ton sombre qui semblait absorber le peu de lumière, transmettaient une tristesse ancienne, une mélancolie profonde, qui le toucha d'une manière étrange et inexplicable. Il y avait quelque chose en elle, une aura indéfinissable, qui lui provoqua un frisson subtil, non pas de peur, mais d'une familiarité troublante, comme une berceuse oubliée qui ressurgit dans les rêves. Les premières minutes du trajet se déroulèrent dans un silence dense, presque palpable. Adekunle, qui aimait normalement engager la conversation pour chasser le sommeil et découvrir les histoires de ses passagers, se sentit étrangement inhibé, comme si le moindre mot pouvait briser un charme fragile. L'atmosphère à l'intérieur de la voiture était lourde, chargée d'une émotion non dite. Il se racla la gorge, essayant de briser la glace. Nuit pluvieuse, n'est-ce pas? De celles qui donnent envie de rester à la maison, sous les couvertures. Elle mit quelques secondes à répondre, comme si ses mots devaient parcourir une longue distance pour l'atteindre. Oui, parfaite. Sa voix était si basse qu'il dut se forcer pour l'entendre. Cela fait très très longtemps que je n'ai pas vu une pluie comme celle-ci à Lagos. Adekunle fronça les sourcils, intrigué. Lagos était réputée pour ses pluies torrentielles, surtout à cette époque de l'année. Avait-elle été absente de la ville pendant une longue période? Il risqua une autre question, essayant de garder un ton désinvolte. « Vous rendez visite à votre famille, peut-être ?»« Quelque chose comme ça, » répondit-elle. Et il remarqua qu'elle regardait fixement les gouttes de pluie qui coulaient sur la vitre, comme si chacune d'elles contenait un souvenir précieux ou douloureux. Alors que le taxi jaune sillonnait les rues de plus en plus désertes, passant devant des bâtiments endormis et des lumières de sécurité occasionnelles qui projetaient des ombres allongées et fantomatiques, Adekunle remarqua que sa passagère semblait de plus en plus absorbée par ses propres pensées. Ses doigts fins et pâles tracèrent des motifs invisibles sur la vitre embuée de la fenêtre. Il eut la nette impression qu'elle ne voyait pas réellement le Lagos de cette aube naissante, mais plutôt une version de la ville appartenant à un autre temps, à un autre souvenir. La rue Adewale, à Yaba, était une voie tranquille, bordée d'arbres feuillus dont les feuilles gouttaient sans cesse, et parsemée de maisons anciennes, certaines impeccablement entretenues, d'autres portant les cicatrices du temps et de la négligence. Le numéro 17 était l'une de ces dernières. Une construction imposante de 2 étages, avec un large porche et de hautes fenêtres sombres qui ressemblaient à des yeux vides observant la nuit. Elle dégageait une aura de grandeur ancienne, mais aussi d'un profond abandon. La peinture de la façade était délavée et écaillée à plusieurs endroits, et le jardin de devant,
qui avait dû être splendide autrefois, était maintenant envahie par un enchevêtrement de mauvaises herbes et d'arbustes qui poussaient de manière incontrôlée. Une sensation palpable de désolation planait sur les lieux, intensifiée par l'obscurité de la nuit et la pluie fine qui persistait, comme des larmes silencieuses. « Nous sommes arrivés, madame », annonça Adekunle, arrêtant la voiture devant un portail en fer forgé, rongé par la rouille et couvert de plantes grimpantes. La femme sembla sortir d'une transe profonde, clignant lentement des yeux. Elle fixa la maison avec une expression indéchiffrable. Un mélange complexe d'émotions qu'Adekunle ne parvint pas à déchiffrer complètement. Il y avait de la tristesse, c'était clair, mais aussi autre chose. Peut-être de la nostalgie, une nostalgie douloureuse, ou un désir profond et insatisfait. « Merci », dit-elle, la voix toujours un murmure. « Combien vous dois-je » Il lui indiqua le montant de la course. Elle fouilla dans un petit sac en velours sombre qu'il n'avait pas remarqué auparavant, suspendu à son poignet par une fine chaîne. « Je crois que j'ai laissé mon portefeuille à l'intérieur, dans la précipitation. Cela vous dérangerait-il d'attendre un instant ? Je vais chercher l'argent rapidement. Pas de problème. »« Madame », répondit Adekunle, coupant le moteur pour économiser du carburant. Il l'observa sortir de la voiture, la silhouette élancée se déplaçant avec une grâce surprenante et silencieuse vers le portail. Elle n'essaya pas de l'ouvrir. Au lieu de cela, elle parut glisser à travers, ou peut-être y avait-il un passage étroit dans l'obscurité qu'il ne pouvait pas discerner d'où il était. Elle monta les marches du porche, qui grincèrent légèrement sous ses pieds, où l'avait-il imaginé, et s'arrêta devant la porte massive en bois sombre. Pendant un instant fugace, elle se retourna et le regarda directement. Même à distance et dans la pénombre, il sentit l'intensité de ce regard. Un regard qui semblait pénétrer son âme. Puis, elle se retourna de nouveau, ouvrit la lourde porte, qui bougea sans bruit apparent, et disparut dans l'obscurité totale de l'intérieur de la maison. Adekunle attendit. 1 minute s'écoula. 2, 5. La pluie continuait son tambourinement monotone sur le toit de la voiture, un son qui commençait à l'irriter. Il commença à s'impatienter. 10 minutes passèrent. Que diable se passait-il là-dedans ? Avait-elle du mal à trouver l'argent dans l'obscurité ? Ou, pire, s'était-elle endormie ? Il soupira, la fatigue revenant en force. Il était trop épuisé pour cette situation. Il décida de klaxonner légèrement, juste un petit coup. Aucun signe de vie, aucune lumière ne s'alluma. Il klaxonna de nouveau, cette fois un peu plus fort, le son résonnant dans la rue silencieuse. Rien. Une inquiétude croissante commença à s'installer dans sa poitrine, un mauvais pressentiment qui se nichait dans ses entrailles. Peut-être avait-elle eu un malaise, ou peut-être était-elle l'une de ces arnaqueuses qui ne payaient pas les chauffeurs de taxi. Il avait déjà entendu des histoires de ce genre de la part d'autres collègues, mais elle ne ressemblait pas à ce type de personne. Il y avait une dignité inhérente en elle, une tristesse profonde qui ne cadrait pas avec les ruses ou la filouterie. À contre-cœur, Adekunle éteignit les essuie-glaces et sortit de la voiture, sentant l'air froid et humide de la nuit pénétrer ses vêtements. Il se dirigea vers le portail en fer, confirmant qu'il était, en effet, fermé par un gros cadenas rouillé, couvert de toiles d'araignée. Il jeta un coup d'œil à travers les barreaux. La maison était complètement sombre, silencieuse comme une tombe. C'était comme si personne n'y vivait depuis des décennies. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale, un froid qui n'avait rien à voir avec la température ambiante. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il songea à escalader le portail, mais il était haut, et l'idée d'envahir une propriété privée, même si elle semblait abandonnée, ne lui plaisait guère. De plus, que ferait-il à l'intérieur ? Il cria, la voix un peu tremblante. « Madame, tout va bien ?» « Bah, c'est le chauffeur de taxi. Vous avez oublié de payer. » Seul le bruit de la pluie sur les feuilles et le goutte-à-goutte constant des arbres répondirent à son appel. Il commença à ressentir un mélange d'irritation pour la course perdue et une peur croissante, presque primitive. Toute la situation était bien trop bizarre. Résigné et de plus en plus perturbé, mais aussi dominé par la fatigue, il décida qu'il ne pouvait plus attendre. Que les dieux l'aient, murmura-t-il pour lui-même, plus pour chasser la peur que par conviction. J'ai perdu la course et gagné une histoire étrange. Il retourna à sa voiture, jetant un dernier regard méfiant à la maison sombre et silencieuse, et partit, le sentiment d'inquiétude se mêlant à l'épuisement et à la frustration. Le lendemain matin, le soleil de Lagos luttait pour percer la couche de nuages, projetant une lumière pâle et aqueuse sur la ville encore humide de la tempête de la nuit. Adekunle se réveilla avec le souvenir vivace de la passagère mystérieuse et de la course impayée.
L'image de la maison sombre, du portail rouillé et de la femme disparaissant à l'intérieur ne quittait pas son esprit. C'était plus que l'argent perdu, c'était le mystère palpable, la sensation inconfortable que quelque chose de fondamental ne collait pas dans cette histoire. Funk, sa femme, remarqua sa distraction pendant le modeste petit déjeuner composé de pain et d'akara. « Qu'y a-t-il, mon amour ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Adekun le força un sourire jaune. « Juste de la fatigue, chérie. La nuit a été longue, et la pluie n'a pas donné de répit. » Mais il ne parvenait pas à chasser le sentiment d'étrangeté qui le consumait. Après avoir déposé les enfants à l'école, poussé par une curiosité qui frisait l'obsession, Adekunle décida qu'il avait besoin de réponses. Il reconduisit son taxi jusqu'à la rue Adwal, à Yaba. Il devait comprendre ce qui s'était réellement passé la nuit précédente. À la lumière du jour, la maison numéro 17 paraissait encore plus négligée et sinistre. La peinture de la façade était si écaillée qu'à certains endroits, le bois sombre en dessous était exposé. Les fenêtres étaient couvertes d'une épaisse couche de poussière et de saleté, et certaines d'entre elles étaient cassées, les ouvertures bouchées avec des planches de bois pourries ou des morceaux de carton. Le jardin était une véritable jungle, les mauvaises herbes atteignant la hauteur de la taille. Le portail restait solidement fermé par le même cadenas rouillé et couvert de toiles d'araignée qui semblaient avoir des siècles. Définitivement, personne n'y vivait depuis très, très longtemps. Il regarda autour de lui, cherchant un voisin qui pourrait lui donner des informations. Il vit une dame âgée, balayant le trottoir devant la maison voisine. Une femme au visage profondément marqué par le temps, mais dont les yeux brillaient de vivacité et d'une curiosité attentive. Adekunle s'approcha, le cœur un peu serré. « Bonjour, Mama. Excusez-moi de vous déranger. Je suis chauffeur de taxi. Hier soir, vers 2h du matin, j'ai déposé une passagère dans cette maison, » dit-il, désignant le numéro 17 d'un geste hésitant. La dame arrêta de balayer et le dévisagea avec attention, les yeux se plissant sous ses sourcils blancs. « Dans cette maison ?» répéta-t-elle, la voix rauque et un peu incrédule. « Impossible, mon fils. Absolument impossible. Personne n'y habite depuis de très, très nombreuses années. » Adekun le sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale, hérissant les poils de ses bras. « Mais je l'ai déposée ici même. J'en suis sûre. Une jeune femme, pas très grande, des cheveux sombres et longs. Elle portait une robe sombre. Elle a dit qu'elle allait entrer chercher l'argent pour le paiement. » La dame secoua lentement la tête, un regard de profonde compassion et une certaine tristesse se peignant sur son visage ridé. « Mon fils, la famille qui vivait ici, les Adéropos, a déménagé il y a plus de 15 ans, juste après la terrible tragédie qui s'est abattue sur eux. Et la seule jeune femme de la famille qui correspond à votre description, eh bien, elle n'aurait pu entrer nulle part hier soir, ni aucune autre nuit. »« Tragédie ? Quelle tragédie, Mama ?» demanda Adekunle, la voix sortant presque en un murmure, le cœur commençant à battre de manière désordonnée dans sa poitrine, comme un tambour de guerre. La dame soupira profondément, s'appuyant sur son balai comme si c'était une canne. Amara. Elle s'appelait Amara Adéropo. Amara. Une jeune femme belle comme le soleil du matin, pleine de vie, toujours souriante. Elle était fiancée. Elle allait se marier dans quelques semaines. Mais il y a 10 ans, mon fils, exactement à cette époque de l'année, pendant une tempête terrible, exactement comme celle que nous avons eue hier soir, il y a eu un incendie épouvantable dans cette maison. On dit que c'était un court-circuit dans l'installation électrique vétuste. Amara était seule à la maison. Elle n'a pas pu sortir à temps. Elle est morte, ici, consumée par les flammes. Les mots de la dame s'abattirent sur Adekunle comme des coups de marteau. Chaque syllabe écrasant sa logique, sa raison. Un incendie. Il y a 10 ans. Amara. Le nom résonna dans son esprit, se superposant à l'image de la passagère pâle, avec ses yeux tristes et profonds, et au parfum subtil de jasmin et de terre mouillée. L'air froid qu'elle avait apporté dans la voiture. La manière presque fantomatique dont elle avait semblé traverser le portail verrouillé. La porte de la maison s'ouvrant sur une obscurité impénétrable. Sans grincement, sans hésitation. « Non, ce n'est pas possible », balbutia-t-il, sentant le sang se glacer dans ses veines, la réalité se désagrégeant sous ses yeux. « Elle m'a parlé. Je l'ai touchée quand elle m'a donné l'adresse. Elle était réelle. » La dame le regarda avec un mélange de pitié et quelque chose qui ressemblait à une connaissance ancestrale, une acceptation des choses qui dépassent la compréhension humaine. Parfois, mon fils, les esprits restent prisonniers de ce monde, surtout ceux qui sont partis de manière tragique,
avec des affaires inachevées ou des cœurs brisés. On dit dans le voisinage que l'esprit d'Amara hante encore cette maison, attendant peut-être quelqu'un, ou revivant cette nuit terrible. Adekunle resta paralysé, les mots de la vieille dame résonnant dans sa tête comme un gong funèbre. Les pièces du puzzle macabre commencèrent à s'emboîter d'une manière terrible et incroyable. La tristesse insondable dans ses yeux, le sentiment de familiarité qu'il avait ressenti, la manière dont elle avait regardé la maison avec cette expression de douleur et de désir. Et puis, il se souvint de quelque chose d'autre, un détail insignifiant qu'il avait ignoré la nuit précédente. Quand elle était sortie de la voiture, avant de disparaître dans l'obscurité de la maison, il avait remarqué quelque chose de petit et de brillant tomber de son sac et rouler sous le siège passager, mais il était si fatigué et si pressé de partir qu'il n'y avait prêté aucune attention. Les mains tremblantes et la sueur froide perlant à son front, il remercia la dame et retourna en titubant vers son taxi, qui était garé de l'autre côté de la rue. Il ouvrit la portière arrière avec une urgence désespérée. Et là, c'était, tombé sur le tapis poussiéreux, près de l'endroit où ses pieds délicats s'étaient tenus, se trouvait une petite broche en argent oxydé, en forme de fleur de jasmin, avec une minuscule pierre au centre qui scintillait encore légèrement. Elle était un peu cabossée et ternie par le temps, mais c'était indéniablement un objet délicat et d'apparence ancienne. Il la ramassa. Elle était froide. Incroyablement froide au toucher. Adekunle s'assit lourdement sur le siège du conducteur, la broche de jasmin reposant dans la paume de sa main moite, le cœur battant contre ses côtes, comme s'il voulait s'échapper. Il regarda la maison numéro 17, maintenant baignée par la lumière incertaine du soleil matinal, mais qui, même ainsi, continuait d'exhaler une aura de tristesse profonde et de mystère impénétrable. Il n'y avait plus de doute, il avait transporté un fantôme. La passagère qu'il avait déposée chez elle la nuit précédente, la jeune Amara, était morte depuis 10 longues années. La découverte le secoua jusqu'au plus profond de son âme. Dans les jours et les semaines qui suivirent, Adekunle ne pouvait cesser de penser à Amara et à cette nuit fatidique. Il n'était pas un homme superstitieux, mais l'expérience avait été trop réelle pour être niée. Poussé par un besoin pressant de comprendre, il passa des heures à la bibliothèque municipale de Lagos, à rechercher dans les archives des anciens journaux. Finalement, il trouva ce qu'il cherchait, une petite note, jaunie par le temps, dans un exemplaire du Daily Times datant d'une décennie. Le titre disait « Jeune fiancée périt dans un tragique incendie résidentiel à Yaba ». Il y avait une photo d'elle, petite et granuleuse, mais c'était incontestablement la femme qui l'avait transportée. Les mêmes grands yeux tristes, le même sourire mélancolique qui semblait cacher une douleur ancienne. L'article mentionnait brièvement qu'elle était sur le point de se marier et que, la nuit de l'incendie, elle attendait le retour de son fiancé d'un voyage d'affaires à l'étranger. Il n'était jamais arrivé à temps pour lui dire au revoir, pour la sauver. Adekunle ressentit une vague de profonde compassion et de tristesse pour elle, pour la vie interrompue, pour l'amour perdu. Pourquoi l'avait-elle choisi, lui? Pourquoi lui était-elle apparue, à lui, un simple chauffeur de taxi? Était-ce à cause de la forte pluie qui avait en quelque sorte recréé les conditions de la nuit de sa mort? Ou y avait-il une autre raison, un but caché à cette apparition fantomatique? Il ne connaîtrait probablement jamais les réponses. Il rangea la broche de jasmin dans une petite boîte en bois qui avait appartenu à son père. Parfois, tard dans la nuit, lorsque l'immense ville se calmait et que seuls les bruits lointains de la vie nocturne brisèrent le silence, il la prenait, sentant le métal froid entre ses doigts, et pensait à Amara, la passagère spectrale qui lui avait appris, de la manière la plus choquante possible, que les frontières entre le monde des vivants et le royaume des morts, entre le passé douloureux et le présent fugace, sont beaucoup plus ténues et perméables que la plupart des gens ne l'imaginent. Il continua de conduire son taxi dans les rues labyrinthiques et vibrantes de Lagos, mais quelque chose de fondamental avait changé en lui. Chaque ombre nocturne qui s'allongeait sur le trottoir, chaque passager silencieux qui montait dans sa voiture, chaque maison ancienne et sombre devant laquelle il passait, portait maintenant une nouvelle signification, un écho subtil de cette nuit pluvieuse et inoubliable. Et de temps en temps, lorsqu'une course le menait près de la rue Adewale, il ralentissait inévitablement en passant devant le numéro 17. La maison restait là, sombre, silencieuse, décrépite, gardant ses secrets et ses douleurs entre ses murs en ruine. Mais Adekunle savait, avec une certitude qui lui glaçait l'âme, qu'Amara était toujours là, attendant peut-être éternellement, ou se souvenant simplement, prisonnière d'un cycle de tristesse et de nostalgie. Et lui, Adekunle,
l'humble chauffeur de taxi de Lagos, était l'un des rares à connaître son histoire secrète, une histoire qui le hanterait et l'intriguerait pour le reste de ses jours, un rappel constant que, même dans la métropole agitée et moderne de Lagos, les voiles entre les mondes peuvent, parfois, être incroyablement fins, presque transparents. La ville, avec ses millions de visages et ses innombrables histoires inédites, gardait des secrets bien plus profonds et anciens qu'il ne l'avait jamais rêvé. Et lui, par un caprice du destin ou des esprits, avait été touché par l'un d'eux, une expérience qui le ferait regarder les nuits pluvieuses et les passagers solitaires avec un nouveau type de révérence et, peut-être, un léger et persistant frisson d'appréhension. Car qui pourrait dire quel type de passager ou quel type d'histoire le destin lui réserverait lors de sa prochaine course à travers l'immensité de la nuit africaine?